Aujourd'hui, kiff perso, l'épisode sera ponctué de citations du sensei en la matière. Je parle bien du plus sage d'entre nous, Monsieur Yoda. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu échoues. Parce que ouais, cet épisode il a deux buts, évidemment répondre à la question posée et étudier l'étoile de la mort comme je vous l'ai promis dans la vidéo sur Thanos, mais aussi faire office d'épisode intersaison après les 10 épisodes postés depuis septembre pour comprendre un peu plus où je veux en venir avec tout ça et pousser la réflexion sur la création de contenu, le tout avec des citations de Yoda. Bref, Star Wars c'est la première saga que j'ai aimée, c'est celle qui m'a ouvert à l'espace et surtout avec Harry Potter, c'est la première saga qui m'a fait rêver. Voilà pourquoi je suis très heureux de le dire. Aujourd'hui, spéculation. Aujourd'hui, j'ai pensé à tout le monde. Les économistes, on se fait une première partie sur les dépenses liées à l'étoile de la mort. Les littéraires, je vous viscère des citations de Maître Yoda à ressortir dans vos dissertes. Et enfin, les scientifiques, je vous ai préparé un petit calcul de puissance assez énervé. Sans plus attendre, partie 1. Je trouve le ventre produit le même son qu'un de tête. On dirait qu'on l'a pris pour un gamin. Alors je fais le gamin. Déjà concrètement ce qu'on étudie c'est l'arme qui détruit la planète Alderaan dans le tout premier Star Wars et que Luke finira par réduire en poussière à son tour à la fin. Et juste étoile de la mort ou étoile noire on s'en fout, c'est juste un problème de traduction que je vous explique à l'écran donc pas besoin de mettre ça en commentaire. Ensuite petit topo synthétique d'infos à prendre en considération. Merci Wikipédia. L'étoile de la mort c'est une base spatiale qui a un diamètre de 160 km, qui a une masse égale au chiffre affiché à l'écran, qui accueille au quotidien 2 068 937 employés de l'Empire, employés qui mangent, dorment et font leur vie directement dans l'infrastructure. Et pour finir, cette arme de guerre a la possibilité de tirer un laser surpuissant tous les 24 heures après recharge afin de détruire les planètes qui n'ont pas été sages. Toutes ces infos sont à présent dans ton cerveau et c'est bien avec ces dernières qu'on va déterminer le coût de l'engin dès maintenant. Déjà, premier coût à évaluer. En supposant que l'étoile de la mort est faite avec un acier comme on en utilise sur Terre, compte tenu de ses dimensions colossales, les étudiants de Lehigh University ont estimé que fabriquer cette sphère de 160 km de diamètre coûterait ce prix rien qu'en acier. Et direct problème, parce que réunir autant d'acier sur Terre, c'est compliqué. En fait, pour produire de l'acier dur et froid, donc ce qu'on recherche, on suit un process qui correspond en gros à faire rentrer en fusion du fer. Et le problème vient pas de là, avec tout le fer qu'on a sur Terre, entre autres dans le noyau terrestre, on a de quoi en faire plusieurs des étoiles de la mort. La vraie limite, c'est la production annuelle d'acier à l'heure qu'il est. Parce que en prenant en compte ce paramètre, il faudrait plus de 800 000 ans pour venir à bout du chantier. Bon, tu le captes direct, niveau timing et niveau coût, à construire, c'est la galère. Et encore, j'ai omis au moins 8000 points qui font que c'est impossible. Mais, comme d'hab, on surpasse l'impossible, on se dit qu'on l'a construit et qu'elle est OP dans le ciel, l'étoile de la mort. L'idée maintenant, c'est de voir les coûts colossaux qui entrent en jeu pour la faire vivre. Ici, je vais vous présenter les résultats trouvés par Ovo Energy, une entreprise anglaise fournisseur d'énergie qui s'est déjà tapé cette sombre des terres et qui a fait ça très bien. Du coup, voici ma synthèse hyper esthétique de leurs résultats à base de bruitage stylé. Première dépense sur l'étoile de la mort, installer et rendre fonctionnel un dispositif très coûteux en énergie permettant de voyager dans l'hyperespace. Estimation. Deuxième dépense, recharger le laser et tirer avec une énergie suffisante pour la destruction d'une planète. Estimation. Troisième dépense, il faut gérer l'éclairage interne de la structure et compte tenu des dimensions, pour ça, faudrait ce nombre d'ampoules pour un prix quotidien de ceci. Quatrième dépense, nourrir l'équipage en comptant 3 repas et 2 tasses de thé par jour et par personne. Estimation. Cinquième dépense, faire une lessive et un séchage régulier de tous les uniformes de l'équipage à bord. Estimation. Sixième dépense, gérer le traitement des déchets de tout l'équipage à bord de la station qui s'élèverait à 2341 tonnes par jour. Estimation. Ainsi, avec tout ça, l'étoile de la mort en fonctionnement coûterait ce prix totalement abusé pour l'acier, puis ce prix chaque jour pour les charges indispensables présentées, auxquelles s'ajoutent finalement les coûts énergétiques invraisemblables du passage en hypervitesse et des tirs laser. Bref, on comprend vite qu'il y a un problème quand on réalise que cette somme finit par être largement supérieure au PIB mondial. Pour info, à titre comparatif, voici le prix des armes militaires les plus coûteuses jamais réalisées sur Terre jusqu'à maintenant. Et puis au final, surtout, c'est pas comme si ça serait hyper utile d'avoir une arme qui permet de détruire des planètes. Pourtant, à ce propos, aux États-Unis, en 2013, il y a une pétition officielle qui a été lancée pour demander à l'État la construction d'une étoile de la mort. Et le troll a pris tellement d'ampleur qu'il a récolté 34 000 signatures, chiffre à partir duquel le gouvernement Obama se devait de fournir une réponse officielle à cette demande. Je vous mets sur l'écran les réponses qu'ils ont données, plutôt cool. Transition facile, mais 34 000 signatures, dit comme ça, c'est un nombre de fou. Et aujourd'hui sur la chaîne, on est 52 000. Franchement, pour un délire que je fais sur mon temps libre avec les moyens du bord, on a atteint un stade inespéré. Et même si, oui, je sais... La taille importe peu. Regarde-moi.
Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Je suis quand même super heureux d'avoir déjà réussi à réunir autant de monde autour d'un délire, surtout que ce chiffre m'aura quand même permis de me faire connaître par Akinator. On est sur un rêve de gosse là. Du coup, rapidement, comme promis, j'ouvre une parenthèse ponctuée par Yoda sur la création. Le message vraiment c'est si t'hésites à te lancer dans quelque chose, bah en vrai t'as juste besoin d'une passion, donc juste hésite pas et lance-toi. Au début j'avais hésité à me lancer et je me demandais si ça avait vraiment du sens, j'avais peur d'être chelou, mais plus que jamais. À vos intuitions, vous fiez qu'il faut. En revanche, si tu te lances, fais-le à fond, fais-le avec passion et surtout abandonne pas direct au premier essai non concluant. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Et ensuite, une fois lancé, ça marche d'ailleurs pour beaucoup d'autres domaines, mais pour progresser et aller de l'avant, ce sera important de constamment Désapprendre tout ce que tu as appris. Ouais, faut jamais se reposer sur ses acquis et croire qu'après une réussite, t'as trouvé la vérité. Bref, je fermerai cette parenthèse à la fin de la partie suivante. D'ici là, il est temps de répondre à la promesse que je vous ai faite dans la vidéo de Thanos et de ressortir de cette vidéo avec un chiffre, un vrai, pour la puissance de l'étoile de la mort dans Star Wars. Promis, cette fois, je dis pas ouais, la puissance elle est infinie. Si j'ai pas la patience et les armes pour gagner cette putain de guerre de mythes, on dirait qu'on m'a pris pour un gamin. Alors je fais le gamin. C'est parti, on passe à la science. Du coup, je me munis de mon sempiternel acolyte. Ouais, très déjà mis, tu connais. Et d'ailleurs, comme le disait Yoda, Always two there are, a master and an apprentice. ouais, sans c'est pas sorcier, entre autres, peut-être que rien de tout ça n'existerait. Bref, revenons-en à cette séquence que vous avez vue. Notre but, c'est donc de trouver la puissance du laser tiré par l'étoile de la mort dans cette séquence. Pour faire simple, je schématise, la situation est la suivante. On a Alderaan, une planète à détruire avec un tir laser. On a notre base spatiale qui est la source du laser. On a un laser qui relie ces deux points dont on cherche la puissance. J'ai mes vieux cours de physique et j'ai Google, je devrais donc pouvoir faire quelque chose en 4 étapes. Première étape, faut que je m'intéresse à Alderaan et que j'en apprenne plus sur cette planète. Ouais, ce qu'il faut que je trouve, c'est sa masse et son diamètre. Pour le diamètre, c'est simple, on a une petite page Wikipédia qui m'indique que ce diamètre est de 12 500 km. En revanche, sur la page, on n'a pas sa masse. Mais bon, c'est pas grave, étant donné que la description du site de la planète confirme les visuels du film sur le fait qu'Alderaan est très semblable à la Terre. Elles ont d'ailleurs quasiment le même diamètre. Ainsi, on va se servir de ça pour trouver la masse d'Alderaan. Pour ça, j'ai fait l'hypothèse que les deux planètes ont la même masse volumique moyenne qui vaut 5,51 grammes par centimètre cube, celle de la Terre quoi. Et ensuite, j'ai juste fait masse volumique fois volume d'Alderaan et j'ai obtenu la masse de la planète qui s'élève à 5,635 fois 10 puissance 24 kg, soit un peu moins que la Terre. Normal. Deuxième étape. Ici, pas de calcul, je vais juste expliquer mon raisonnement. Ce raisonnement, il est basé sur une explication de l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, qui, dans un podcast, dit que pour avoir la puissance nécessaire à la destruction d'une planète, il suffit de se questionner sur la quantité d'énergie qui permet de maintenir la planète ensemble, et juste d'en apporter un peu plus pour faire exploser la cible. À ce propos, pour info, tous les éléments composant une planète, de son noyau à sa surface, ils sont liés entre eux par la gravité, et l'idée, c'est que du coup, on peut déterminer une énergie de liaison gravitationnelle, c'est-à-dire l'énergie permettant la cohésion entière de la planète. Et voici la formule générale que j'ai trouvée pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant, il s'agit juste de prendre en compte le fait qu'Alderaan explose et que sa masse et son volume changent continuellement jusqu'à en fait ne plus être rien. Et pour ça, concrètement, on peut voir Alderaan comme une infinité de sphères concentriques ayant des rayons différents. Pour mieux visualiser le délire, tu peux juste voir Alderaan comme un oignon avec plein de petites épaisseurs, et l'explosion, bah c'est juste comme si ton oignon, tu lui enlevais toutes ses couches une à une jusqu'à qu'il ne reste rien. Bref, avec ce modèle décrit, nos paramètres, c'est les suivants. On a dr, c'est la petite épaisseur des sphères, donc de chacune des petites couches qui composent la planète. On a petit m, c'est la masse d'une couche de rayon R, et on a grand m, c'est la masse du reste de la planète contenue à l'intérieur de chacune des couches de rayon R. Maintenant, c'est fini, on injecte nos paramètres et nos valeurs dans la formule de tout à l'heure, puis on n'a plus qu'à intégrer cette formule entre 0, donc le centre de la planète, et Ra, le rayon d'Alderaan trouvé précédemment, puis à simplifier. Voilà donc la formule de l'énergie à fournir pour détruire Alderaan. Troisième étape, on n'a plus qu'à faire le calcul vu qu'à présent on connaît toutes les valeurs qui interviennent. L'énergie potentielle de gravitation qui assure la cohésion de Alderaan a donc pour valeur 2,04 fois 10 puissance 32 joules. Quatrième étape, on a l'énergie requise, mais en réalité, elle est encore légèrement plus grande que ça. Pourquoi ? Bah parce qu'en général, le rendement d'un laser, il dépasse pas les 30%. Du coup, en prenant en compte ce rendement de 30%, on se rend compte qu'il faudrait une énergie totale de 2,04 fois 10 puissance 32 divisé par 0,3, soit 6,81 fois 10 puissance 32 joules. Ouais, ce chiffre est totalement ouf. Et à présent, pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que je vous avais promis une puissance, et que là, on est sur une énergie. Mais bon, pas de problème, puisque la puissance, c'est juste la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Du coup, on a juste cette relation entre puissance et énergie. On a E, on cherche P, il nous faut donc juste la valeur de T, le temps. Et ici, T, c'est ce qu'on appelle la durée caractéristique de l'impulsion du laser de l'étoile de la mort. Bien sûr, il n'y a pas de cahier des charges, donc ce chiffre, je l'ai pas et je peux pas l'inventer. Faut juste vous dire que ce sera un chiffre très petit. Par exemple, sur Terre, on a des lasers femtosecondes et ils ont juste une durée d'impulsion de 10 puissance moins 15 secondes, donc oui, tout petit. Du coup, pour ressortir quand même avec un chiffre de cette vidéo, je prends totalement aléatoirement 10 nanosecondes pour T et j'obtiens ainsi cette puissance totalement démentielle pour le laser de 6,81 fois 10 puissance 42 watts. Mais quand je dis démentielle,
je dis démentiel par rapport à quoi au juste? Bah en fait, si sur un axe de puissance, le laser de l'étoile de la mort, tu le mets là, ici tu peux mettre par exemple une machine à laver avec 3000 watts, ici tu peux mettre le moteur d'une Bugatti Veyron avec 736 kW, ici tu peux mettre le laser le plus puissant du monde à 15 pétawatts. Pause. D'ailleurs ce laser il est en test en France au CEA de Saclay en ce moment, et on n'est pas sur des tests en plein air, non, on est sur des tests dans des véritables bunkers avec ce genre de porte blindée en béton de 5 mètres d'épaisseur à fermer pour se protéger des rayonnements émis. Play. Et enfin ici sur l'axe avec une puissance délivrée de 3,86 x 10 puissance 26 watts, tu peux mettre le soleil. Ouais, du coup plus puissant que le soleil, c'est ça que j'appelle démentiel. Et voilà pour la partie science, vous l'avez promis, je vous l'ai donné, voici ma puissance calculée de l'étoile de la mort dans Star Wars. Bref, voilà, avec cette vidéo, vous l'avez compris, on n'aura jamais d'étoile de la mort, du coup arrêtez de vous prendre la tête avec cette vidéo et retournez juste rêver en regardant Star Wars. Mais avant ça, j'ai une parenthèse que j'avais ouverte sur la création dans la partie précédente à refermer. Yes, je le fais juste pour mon kiff perso, mais je boucle cet épisode spécial intersaison avec Maître Yoda qui t'apprend la vie. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Yes, bah encore une fois, Yoda détient la vérité, hein, c'est essentiel, c'est sûr, avec du sérieux et de l'engagement, t'ira très très loin dans n'importe quel projet. Mais ensuite, en plus de ça, s'il y a bien une qualité qu'il faut avoir surtout, c'est de la patience. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Trop de colère en lui. Et après, bien sûr, sur le chemin pour remplir tes objectifs, tu vas certainement rencontrer le doute et même la peur. Je la ressens moi-même, cette peur, quand j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque ou d'avoir produit quelque chose de mauvais ou de chelou. Mais bon, la peur ou perception erronée d'une réalité, c'est mauvais parce que... La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Et ça y est, après avoir suivi assidûment tous ces conseils de Yoda, je suis à la moitié de ce chemin pour spéculation. Encore 10 épisodes à déguster et après j'essaye de me projeter pour la suite, mais bon, comme le disait Yoda... Difficult to see. Always in motion is the future. Bref, je prends une petite pause bien méritée, on se retrouve d'ici un mois où j'essaierai de vous mettre en place un octogone plutôt sympa et je finirai cette vidéo par un dernier conseil, le meilleur de tous, celui que tu dois t'ancrer bien profondément dans le crâne et qui doit jamais te quitter. Les échecs aussi, oui. L'échec surtout. The greatest teacher, failure is. Götabor, out. Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe. Et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. Je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée.